Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Aujourd'hui, nous nous rendons en Somalie, où les Nations Unies estiment que plus de 3,5 millions de personnes, soit près de 50% de la population, dépendent de l'aide alimentaire à cause de la sécheresse et de la guerre civile qui ont engendré la famine. Pour fuir cette famine sans précédent depuis 60 ans, de nombreux habitants se sont dirigés vers la capitale, Mogadiscio, qui abrite désormais près de 100 000 réfugiés. Mais comment trouver des moyens de subsistance dans une ville en ruine, en proie à tous les trafics, une ville qu'ont abandonnée, sans doute provisoirement, les milices islamistes Chebab et où l'insécurité est toujours présente? Voici le reportage de notre envoyé spécial en Somalie, James André. Danabo lave son linge sur le parvis de la cathédrale de Mogadiscio. Elle est arrivée ici il y a une dizaine de jours. Dans son village, situé dans une province contrôlée par les islamistes Chebab, au sud du pays, il n'y avait plus rien à manger. On avait une ferme et des animaux. On a tout perdu. Nos enfants sont morts de faim. Mes frères et mes parents sont tous morts de faim. On est venu ici pour être sauvés et pour trouver une autre vie. Danabo est enceinte. Elle a marché 32 jours avec ses 4 enfants pour échapper à la famine. Aujourd'hui, elle vit dans la nef de la cathédrale, transformée en camp de déplacés. L'aide humanitaire n'arrive pas ici. Des dizaines de familles vivent entassées au milieu de ces ruines, dans des huttes de fortune construites avec des branchages et des bâches. Tous souffrent de malnutrition et une épidémie de rougeole frappe les enfants. On est faible, vraiment très faible. On n'a rien pour dormir, rien pour cuisiner, rien à manger. Notre vie est très dure ici. On se fait piquer par les moustiques, on n'a pas de médicaments, ils ne nous ont rien donné. Comme ses voisins, Danabo a quitté une campagne ravagée par la famine pour une capitale en guerre. Mogadiscio est l'un des endroits les plus dangereux de la planète, une ville dévastée par plus de 20 ans de guerre civile où il est impossible de circuler sans une escorte puissamment armée. Il y a 3 semaines, les milices islamistes Chebab et les forces loyales au gouvernement de transition s'affrontaient encore à l'arme lourde au milieu des civils. Le 6 août, à la surprise générale, les insurgés Chebab se sont repliés hors de Mogadiscio. Au marché de Bakara, il n'y a plus de combat. Cet ancien bastion Chebab, poumon économique de la ville, est désert. Un quartier fantôme qui porte les stigmates de combats intenses. Les habitants du quartier ont fui les tirs. Les rares passants reviennent voir si leurs maisons sont encore debout. Ce journaliste de Radio Simba a perdu l'un de ses collègues durant les combats. Vous voyez le terre-plein là et le bâtiment où il y a marqué Galad. Vous voyez, le tireur était embusqué là-haut. On déménageait du matériel ici et mon collègue s'est pris la balle dans la tête, ici. Depuis le mois de janvier, près de 100 000 personnes se sont réfugiées dans ce maelstrom pour échapper à la famine. Le camp qui accueille le plus grand nombre de déplacés est Badbado, créé spécialement par le gouvernement de transition pour gérer cette crise. Il compte aujourd'hui près de 30 000 habitants. Ils ont tous fui les provinces du sud du pays contrôlées par les Chebab, qui interdisent l'accès à l'aide humanitaire. Comme beaucoup, Senab a dû partir en cachette pour échapper à la milice islamiste qui voulait la forcer à rester. Sa situation au camp est à peine meilleure qu'au village qu'elle a quitté, mais au moins, elle est sortie des griffes des Chebab. J'avais peur. Ils nous tuaient. On avait peur d'être jugés. Ils nous prenaient les jeunes garçons. Les animaux qui n'étaient pas morts de la sécheresse, ils les prenaient. Les humanitaires qui veulent nous aider, ils les empêchent de venir. Comment voulez-vous qu'on vive dans ces conditions? Senab bénéficie de l'aide humanitaire qui arrive au camp, mais pour elle, ce n'est pas assez. Ils nous ont donné du riz sec et des médicaments. On n'a rien d'autre. On a de l'eau. Les médicaments, ils ont commencé à nous en donner il y a 2 jours d'ailleurs. Rien n'a changé. Il n'y a pas de tente, il n'y a pas de bâche. Parfois il y a du riz, parfois il n'y a rien.
100 à 120 personnes arrivent à Bad Bado chaque jour, rendant la zone de plus en plus incontrôlable. Malgré une présence policière, des bandits armés font régner la terreur dans certaines parties de cette ville de toile. Ils volent la nourriture aux déplacés pour la revendre. Certains, comme Halima, n'arrivent même pas à obtenir leur part de nourriture aux distributions. On ne peut pas prendre la nourriture parce qu'il y a des hommes armés. Ils sont plus forts que nous et ils prennent la nourriture de force. Le 5 août, le Programme alimentaire mondial a tenté d'organiser une grande distribution de nourriture sèche à Bad Bado. Mais l'expérience s'est terminée en fusillade. Une dizaine de déplacés ont été tués et les assaillants sont repartis avec 10 camions chargés de 300 tonnes de nourriture. Un revers pour les humanitaires. Nous avons eu beaucoup de problèmes et une partie de la nourriture a été pillée. Malheureusement, des personnes ont été tuées et ça, c'est inacceptable. Je veux dire, on essaie d'aider les gens, on ne veut pas créer une situation dont certains peuvent tirer un avantage. C'est un vrai défi que de travailler dans cet environnement. Nous travaillons du mieux que nous le pouvons, tout en essayant d'épargner les risques à ceux qui ont besoin de nourriture. À l'aéroport, les avions chargés d'aide humanitaire se posent à longueur de journée. Le problème est de la distribuer. Les Chebabs se sont retirés de Mogadiscio, mais les expatriés ne peuvent toujours pas se rendre sur le terrain. Les Chebabs se trouvent encore dans certaines zones, à nos connaissances. Il risque d'y avoir pas mal encore d'armes qui sont dans ces zones-là, des engins non explosés, donc ce sont des zones qui sont encore très dangereuses. Ce quartier en ruine était un bastion des Chebabs. Impossible d'y pénétrer il y a quelques jours encore. Le général Dago Badan, vice-chef d'état-major de l'armée somalienne, nous fait la visite. Ça, c'est un trou dans lequel ils mettent des mines. La vraie fierté du général est d'avoir repris le stade de Mogadiscio, tristement célèbre pour avoir été le théâtre d'exécutions et d'amputations publiques menées par les Chebabs. Avant, on ne pouvait pas venir ici. Maintenant, c'est possible. Ils ne sont pas partis tout seuls. On s'est battus. On leur a montré de quoi on était capable. Comme le reste de la ville, le stade n'a pas été conquis par l'armée, mais abandonné par les Chebabs. Les insurgés islamistes parlent d'un retrait stratégique et d'un changement de tactique au profit d'une guérilla terroriste. En route vers la première ligne, le général nous fait l'éloge de ses hommes. Je crois que l'armée a montré son patriotisme. Ils n'ont pas de chaussures, pas d'équipement, pas de campement, pas d'hôpital, pas de lit, pas de maison. Ils se battent par pur patriotisme. Désormais, le front se trouve au nord-est de la ville. Cette ruine sert de fort aux forces de l'Union africaine et de l'armée somalienne. On tire de ce trou. Ça nous fait une défense. D'ici, ils pilonnent les insurgés retranchés dans l'ancienne usine de pâtes à quelques centaines de mètres. Les Chebabs sont juste derrière cette maison-là. Tu la fermes. On t'a rien demandé. Si on voulait avancer sur cette position, ils ne pourraient pas nous arrêter. Mais nous avons encore des combattants derrière nous. Donc je veux d'abord nettoyer l'arrière avant de pouvoir avancer. Les soldats de l'armée somalienne sont réputés mal entraînés et indisciplinés. Ils ne touchent que $100 par mois. Certains soldats se livrent même à des pillages. Récemment, 2 d'entre eux ont été condamnés à mort. Inda Adé est un chef de guerre qui tenait une partie de la ville. Aujourd'hui, il s'est allié au gouvernement pour en finir avec les Chebabs. Mais lui-même n'a pas confiance en l'armée somalienne. Ils ont faim. On ne les paye pas assez. Si on leur donne 20 cartouches, ils vont en vendre 10 parce qu'ils veulent acheter à manger. Et s'il a un problème, le soldat va même vendre son arme. Personne ne va demander où l'arme est passée. Il n'y a aucun contrôle. Dans ce contexte, les ONG internationales peinent à aider les populations. Elles doivent s'en remettre à des organisations locales. Reculez, reculez, tout le monde doit s'asseoir. Allez, reculez, laissez-les s'asseoir. Ce point de distribution est géré par l'ONG Jumbo, un partenaire du Programme alimentaire mondial qui nourrit 5500 personnes par jour.
Donne aux petits, il est orphelin. Je vais l'aider, il a perdu ses parents. La solution qui a été trouvée pour distribuer la nourriture tout en évitant les détournements et la violence consiste à proposer des repas prêts à consommer. Ici, les bénéficiaires repartent avec de la nourriture déjà cuite, qui n'a presque pas de valeur marchande. En revanche, ils doivent faire la queue durant des heures en plein soleil pour obtenir une ration qui ne représente qu'un seul repas. On veut de la nourriture sèche, mais on n'en trouve pas. On pourrait la cuisiner chez nous, à la maison. Ce qu'ils cuisinent ici, c'est pas bon. Immangeable, c'est sec. Mais de la nourriture crue, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. Les plus faibles n'arrivent pas à se déplacer jusqu'au point de distribution. On emmène la nourriture à domicile aux plus malnutris dans le camp d'à côté. Les cas les plus graves, les plus faibles, on les dirige vers l'hôpital de Banadir. L'hôpital de Banadir se trouve au centre de Mogadiscio et il est submergé. Tous les lits sont occupés, certains se font soigner à même le sol dans les couloirs. Le docteur Walid El Hadj fait partie d'une ONG internationale. Il est arrivé du Soudan il y a 3 jours et n'a jamais vu une situation pareille. Il n'y a pas de lit, pas d'équipement. Il passe ses journées à ausculter à la chaîne des enfants décharnés, épuisés par des jours de voyage et de famine. Ils sont très malades, ces patients sont très malades, très pauvres. Ils souffrent de la faim, de déshydratation et de malnutrition, tout ça à cause de la guerre et d'autres facteurs environnementaux. Il y a une épidémie de choléra et de rougeole. Certains enfants sont atteints de septicémie. Beaucoup d'entre eux ne s'en sortiront pas. Le jour où nous sommes arrivés, les médecins ont dit que 6 patients sont morts. Il y en a eu un autre hier et pour l'instant aujourd'hui, aucun autre n'est mort. Les mères épuisées, le regard vide, tentent sans conviction de chasser les milliers de mouches qui grouillent dans les couloirs de cet hôpital bondé. Warda est arrivée dans les camps de Mogadiscio il y a 1 mois. Depuis, elle n'a pas vraiment su trouver d'aide. Son enfant est tombé malade, affaibli par la faim. On était au camp de réfugiés près du pont. Il n'y avait aucune aide et rien à manger. Il y a 5 jours, on a déménagé dans un nouveau camp où ils donnent des cartes pour la nourriture. Hier, ils distribuaient les cartes. Mais il y a eu une bousculade. D'autres en ont eu, mais moi j'ai pas réussi à en avoir. On est 11 dans ma famille et ça fait 5 jours qu'on n'a pas mangé. Selon les médecins, l'enfant de Warda devrait s'en sortir. Avec le retrait des Chebabs, les ONG espèrent pouvoir intensifier leur programme, à moins que les insurgés islamistes ne mettent leurs menaces à exécution en ajoutant une vague d'attentats aux plaies qui s'abattent déjà sur Mogadiscio. James André, qui a réalisé ce reportage, est avec nous. Bonjour James. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Reporter. On vient de voir ce sujet que vous avez réalisé à Mogadiscio. Première question sur ces trafics. Comment distribuer de l'aide alimentaire sans aider, sans encourager ces trafics? Je pense que c'est extrêmement difficile. C'est un pays qui n'a absolument plus de loi. Il n'y a pas réellement de police. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc concrètement... Une structure depuis 20 ans de guerre civile. Exactement. Alors donc qu'est-ce qu'on a? On a en fait différents quartiers dans lesquels il y a différents clans qui ont chacun des milices privées, qui sont pilotés par différents hommes d'affaires, etc. Donc on se retrouve dans une situation où... c'est très difficile de faire entrer la moindre aide. Et en plus, aujourd'hui, les organisations humanitaires cherchent à passer soit par le gouvernement, soit à le faire eux-mêmes, ce qui n'arrange pas certains de ces groupes armés qui eux-mêmes distribuaient la nourriture avant. C'est-à-dire qu'ils prenaient la nourriture et il y en avait une partie qui était détournée. Mais je pense que c'est illusoire d'imaginer distribuer de la nourriture aujourd'hui à Mogadiscio sans qu'il y ait une partie de cette nourriture qui soit détournée. Alors évidemment, toutes les organisations... C'est pas seulement d'ailleurs à Mogadiscio et la Somalie. Le phénomène y est particulièrement amplifié à cause de cette situation. On sait. Absolument. Et donc, oui, toutes les agences essayent d'y arriver. Le Programme alimentaire mondial fait de son mieux. Mais bon... on ne peut pas faire grand-chose et normalement le Programme alimentaire mondial, quand il y a des gros cas comme ça de problèmes de distribution, cesse la distribution et arrête de travailler par exemple avec un des partenaires locaux qui serait visé par une enquête. Là, ils ne le font pas. Ils ont dit voilà, la situation est tellement grave que si nous on arrête de travailler avec nos partenaires qui seraient
éventuellement impliqués dans des trafics, eh bien, des gens mourraient. Donc, on va continuer malgré tout. Avec cette solution de distribuer de la nourriture prête à consommer, disons. Exactement, déjà cuite. Parce que quand on donne des gros sacs de grains, eh bien, c'est facile à détourner, c'est facile à voler. On se retrouve aussi à une situation où les bénéficiaires eux-mêmes se retrouvent face à des hommes en armes qui viennent chez eux dans leur hutte, qui les braquent et qui leur demandent de leur donner la nourriture. Donc, on n'est même pas sûr, une fois que la nourriture est distribuée, qu'elle ne revienne pas encore dans ces réseaux. Donc, la situation est très difficile. Et il faut trouver une solution pour supprimer la valeur finalement de cette nourriture, à part pour la personne qui va pouvoir la manger tout de suite. Et c'est ce qui a été fait. Ils distribuent la nourriture déjà cuite, déjà prête, et les gens partent avec un repas. Et là, on sait que s'ils partent avec ce repas, ils vont pouvoir le manger. Oui, voilà. Où en est l'aide, le montant de l'aide? Est-ce que on a suffisamment de dons, de versements des pays, des individus pour venir en aide à cette population? Alors, j'ai parlé avec la porte-parole du Programme alimentaire mondial sur place, qui m'a dit qu'effectivement, pour l'instant, il n'y avait pas de problème d'approvisionnement de l'aide sur place. Les entrepôts sont entre guillemets plein, c'est-à-dire qu'il y a de quoi distribuer pour la période à venir. Maintenant, elle me dit, pour arriver jusqu'au bout de cette crise dont on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais dont on sait qu'elle va durer plusieurs mois, il manque encore 250 millions de dollars. Et là, je ne parle que du Programme alimentaire mondial. Alors, un mot sur la sécurité de cet endroit où vous avez tourné. On le disait, les Chebabs se sont retirés, c'était au début du mois d'août. C'est une tactique pour mieux revenir? Alors on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les Chebabs sont terriblement affaiblis. Ils ont d'abord perdu le marché de baccarat, qu'on voit d'ailleurs dans le sujet. Ils contrôlaient ce marché de baccarat et c'était leur principale source de revenus. Ils retiraient de ce marché 30 à 60 millions de dollars par an. Alors ça, il y a eu une grosse offensive au mois de mars. Suite à ça, les Chebabs n'ont plus pu opérer comme ils le faisaient avant. Ils ont perdu énormément d'argent. Deuxième phénomène, ils ont perdu un de leurs leaders, Fazoul, qui a été attrapé alors qu'il passait un checkpoint et qui a été en fait descendu sur place de manière tout à fait étonnante, parce que normalement ils s'entouraient de beaucoup de précautions, mais ils sont très affaiblis. Ils disent qu'ils se sont repliés pour changer de tactique et pour passer à des tactiques de guérilla. On ne sait pas comment ça va évoluer. Merci beaucoup James André d'être venu sur le plateau de Reporter. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition sur France 24.